La France est-elle prête à regarder son passé en face? Chaque année, le pays commémore la mémoire de l'esclavage et son abolition. Ce sera dimanche prochain, le 10 mai. Une cérémonie est d'ailleurs prévue en présence d'Édouard Philippe. Ça va se tenir au Jardin du Luxembourg à Paris, en comité restreint, confinement oblige. Alors pour revenir sur cette période de notre histoire, Myriam Cothias avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne du fait colonial, vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous co-dirigez également la revue Esclavage et post-esclavage. Un thème cette année pour les commémorations, celui de la page manquante, en faisant référence à nos livres d'histoire en grande partie. Alors pourquoi la page manquante? Est-ce que vous diriez, Myriam Cothias, que l'esclavage c'est encore une période trop ignorée ou trop méconnue en France? Je dirais que l'histoire de l'esclavage et de la traite, il faut distinguer les deux. La traite étant le commerce des captifs emmenés pour être mis en esclavage dans les colonies. C'est encore une situation, est encore dans une situation qui est un petit peu fragile et délicate, dans le sens où il y a eu des moments où on a vraiment bien enseigné l'histoire de l'esclavage et de la traite, et puis que ça a disparu, ça reparaît, et parfois sous des formes qui ne sont pas très satisfaisantes. Puis il y a aussi autre chose, c'est que l'histoire de l'esclavage est considérée comme une histoire sensible. Alors sensible, ça veut dire qu'on est dans les motifs, qu'on considère que c'est une question difficile à enseigner, alors qu'il faudrait considérer tout simplement que c'est l'histoire de France, et qu'à ce titre-là, il n'y a pas de place particulière à lui attribuer. On voit vous parler d'histoire de France, et c'est vrai que quand on parle d'histoire de France, on entend château, on entend évidemment révolution, cathédrale, je pense principalement aux élèves dans les écoles, mais on entend beaucoup moins ce qui s'est passé dans les territoires d'outre-mer. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on a des constructions qui sont encore très ancrées aujourd'hui, qu'on a du mal à s'en défaire? Je pense surtout qu'on a du mal à admettre que la France a une part d'histoire coloniale et à la mettre sereinement. Et là encore, on revient à cette question du sensible, dans la mesure où l'histoire de l'esclavage ou l'histoire coloniale sont considérées sous un angle qui est très moral, c'est-à-dire c'est pas bien, et ou de repentance, de victimisation. Ce sont des faits historiques et l'histoire permet de faire cette distance par rapport à ces sentiments, à cette sensibilité exacerbée et de d'accepter tous les faits historiques. Ce ne sont pas des histoires marginales. La loi Taubira, en 2001, reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Elle demande également à ce qu'on en parle dans tous les programmes scolaires. Qu'est-ce qui manque finalement aujourd'hui pour que ça soit mieux raconté, plus concernant? Alors, je voudrais juste dire que la loi a été votée en 2001, mais que la question a été officiellement inscrite dans les programmes en 2008. Donc, il a fallu attendre 7 ans. Et en 2008, c'est fait dans des conditions qui sont un peu singulières, puisque l'histoire des plantations est enseignée principalement au lycée professionnel. Et vous voyez que tout de suite, il y a des questions de représentation. C'est-à-dire que dans les lycées professionnels, on présuppose que ce sont des élèves qui sont intéressés plus particulièrement par leur famille dans l'histoire, et c'est à eux qu'on va l'enseigner, alors qu'il faut l'enseigner à tout le monde. Dans les programmes qui viennent d'être élaborés et promulgués, en tout cas par le ministère de l'Éducation nationale, il est encore singulier de voir qu'en seconde et en première, on parle de l'esclavage au Brésil, au Portugal, aux États-Unis, et que pour la France, on ne parle que de l'abolition de l'esclavage. Or, comment est-ce qu'on peut comprendre l'abolition de l'esclavage si on n'a pas compris le système qui se met en place? Et si on ne parle pas de la traite et effectivement du système qui a été installé aussi en France, est-ce que justement il y a des événements extrêmement importants, structurels finalement de l'histoire française, qui sont encore passés complètement sous silence, que vous repérez comme manquants? Je pense que un des pans de l'histoire qui est le plus ignoré, en tout cas le moins valorisé, et on peut comprendre pourquoi d'une certaine façon si on est dans une histoire héroïque de la France, c'est Saint-Domingue.
cette colonie qu'on appelait la perle des Antilles, qui va se développer après 1740, qui va produire quand même 80% de la richesse du commerce extérieur de la France. Donc, richesse énorme. Hein. À la cour, on disait qu'on était riche comme un colon de Saint-Domingue, qui vous montre bien ce que ça produisait. Or, l'histoire de Saint-Domingue est quasiment pas enseignée. Moi, à titre personnel, j'ai jamais entendu parler de l'histoire de Saint-Domingue et encore moins de la à révolution l'indépendance des esclaves de Saint-Domingue avant mes études universitaires. Et ça demeure. Toussaint Louverture, qui a été trahi par Napoléon, déporté au Fort de Joux, qui meurt sur le sol français, on n'en parle pas non plus. Donc il y a vraiment des pans de l'histoire qui posent problème, oui. Oui, je rappelle Saint-Domingue, la révolution haïtienne, on est en 1804 et c'est la première révolte d'esclaves finalement qui réussit un des premiers processus de décolonisation. Juste pour revenir sur l'incarnation aussi. Oui. L'incarnation, parce que c'est facile de parler de période parfois de manière très décalée ou très distanciée. Est-ce qu'il manque de l'incarnation de cette période de l'esclavage en France ? Je fais juste un petit retour en arrière parce que la révolution, le soulèvement des esclaves, c'est 1791. Hein, et puis l'indépendance d'Haïti, c'est le 1er janvier 1804 avec Jean-Jacques Dessalines. Et après, une des plus grosses défaites en fait de Napoléon, qui est à la bataille des Vertières. Sur les incarnations, je pense notamment, on entend parler du premier député noir, on entend parler aussi évidemment d'un des plus grands auteurs français, Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, bien sûr, qui fait partie du panthéon de la littérature française et dont on oublie très, très souvent qu'il était mulâtre, dont le père lui-même était un mulâtre de Saint-Domingue et qui en a souffert toute sa vie. Il a été à la fois prolixe dans tout ce qu'il a pu produire comme romans qui ont marqué notre jeunesse et en même temps il a souvent souffert de ce racisme. Est-ce que justement cette histoire de France, elle peut nous offrir aujourd'hui des clés de compréhension finalement de la France, de l'actualité moderne ? Elle nous offre la possibilité de penser une France qui est multiple, qui est diverse. Elle nous offre aussi la possibilité de penser à ce que c'est que l'égalité réelle entre les individus, parce que les esclaves se sont battus pour cette liberté, la liberté au sens de celle de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité, ça a été revendiqué par les esclaves des colonies françaises, au même titre que ce qui se passait en France. Donc elle nous offre à la fois un horizon qui est philosophique, qui est celui de l'égalité. Elle nous offre aussi des clés de compréhension pour comprendre le racisme et les discriminations et tout ce qui nous reste à faire pour atteindre cette égalité qui était souhaitée et rêvée. Et justement, 200 ans plus tard, il y a des répercussions, ces 300 années de servitude. Vous donnez des exemples très concrets qu'on a dans le quotidien, que ce soit dans les stades de foot ou en politique. Absolument, absolument. Là, il y a un véritable travail qui est à faire. Il est à l'œuvre, mais il doit, je pense qu'il doit encore plus se développer. Je pense que vraiment un des enjeux, c'est de montrer que l'histoire de l'esclavage n'est pas un affrontement entre blanc et noir. Or, il se trouve que l'histoire de l'esclavage est souvent retraduite dans cette opposition raciale et d'une certaine façon empêche une acceptation sereine de ces événements historiques dans cette grande narration nationale. Effectivement, les cris de guenon sur les stades de foot, effectivement, la banane qui est agitée sous le nez de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, sont des éléments qui sont ancrés dans le passé et il faut les déconstruire à ce niveau-là et l'histoire nous y aide. Et bien justement, l'histoire nous y aide, les commémorations aussi des mémoires justement de l'esclavage, de la traite et de l'abolition également. Je rappelle que pour ceux qui veulent poursuivre la réflexion, eh bien, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage prévoit ce dimanche une commémoration 100% digitale, sous confinement, avec un live Zoom, des vidéos comme on dit à 14h, voilà, avec des conférences, des concerts et des lectures. Merci à vous Myriam Cothias. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous et bon week-end.